Imaginons un peu le tableau. On finance un film biographique monumental, genre sur l'un des artistes les plus célèbres de toute l'histoire. Un projet colossal, ouais. Voilà. Et là, à la toute dernière minute, dans la salle de montage, paf, on décide d'effacer complètement la femme qu'il a élevée, qu'il a guidée professionnellement. Et à qui il avait même confié ses enfants. Exactement. Et pourtant, c'est exactement le scénario surréaliste qui vient de se dérouler. Parce que ce week-end, c'est la sortie mondiale de Michael, le biopic ultra attendu d'Antoine Fuqua. Et la nouvelle qui secoue toute l'industrie en ce 23 mai 2026, c'est que l'actrice Kat Graham a tout simplement disparu de la version finale. Kat Graham, qui incarnait la légendaire Diana Ross, c'est important de le préciser. C'est ça, elle avait tourné des scènes qui étaient absolument cruciales et hop, évaporées. C'est une décision de production qui, honnêtement, va bien au-delà d'un simple choix artistique ou d'un problème de rythme. En fait, pour comprendre l'ampleur de cette omission, nos sources d'aujourd'hui nous obligent à remonter le temps. Des sources qui sont plutôt solides d'ailleurs, non ? Très solide, oui. On s'appuie sur des enquêtes récentes de Variety, du HuffPost, de That Grape Juice, ainsi que sur des documentaires historiques vraiment pointus. Notre mission pour cette analyse approfondie, c'est de comprendre comment l'industrie a construit cette relation de toutes pièces au départ. Ouais. Et comment elle est devenue une réalité émotionnelle tellement intense pour Michael, pour qu'au final, des décennies plus tard, cette même industrie s'efforce de la rayer de l'histoire. D'accord, décortiquons tout ça. Parce que l'ironie suprême de cet effacement, en fait, c'est que la connexion entre Michael Jackson et Diana Ross n'a pas du tout commencé de manière naturelle. À la fin des années 60, c'était d'abord une machination stratégique, hyper bien huilée. Complètement. Il faut se replacer en 1968. La machine Motown, sous la direction de Berry Gordy, elle ne laissait absolument rien au hasard. Rien du tout. Gordy avait les Jackson 5 sous la main, un groupe incroyablement talentueux, mais il savait que le talent seul ne suffit pas toujours pour créer un raz de marée. Il fallait une histoire, quoi. Exactement. Il fallait transférer une forme de légitimité au groupe. Donc il a orchestré cet immense coup de relations publiques en proclamant que c'était Diana Ross, la plus grande star de son label à l'époque, qui avait personnellement découvert ces jeunes prodiges. Alors que les archives historiques montrent super clairement que ce sont Gladys Knight et Suzanne de Passe qui les avaient repérés en premier. Oui, mais ça vendait moins de disques. C'est sûr, mais c'est brillant d'un point de vue stratégique. Ça me rappelle, toute proportion gardée, ces immenses maisons de créateurs de contenu modernes, les fameuses hype houses sur les réseaux sociaux. Ah oui, le concept de la colloque d'influenceurs. Voilà, on regroupe des stars sous un même toit, on scénarise des amitiés de toutes pièces, on transfère l'audience des uns vers les autres et on vend ce récit préfabriqué au public. Sauf que là, l'illusion marketing s'est transformée en quelque chose de viscéralement réel pour un petit garçon. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique psychologique de cette rencontre. Le mensonge initial des relations publiques, il a servi de catalyseur à un véritable sauvetage émotionnel. Comment ça ? En 1969, la famille Jackson s'installe en Californie. Michael, qui n'a que 9 ans à l'époque, se retrouve carrément à emménager chez Diana Ross dans sa maison à Hollywood pendant à peu près 1 an. Attends, la Motown ne mentait pas sur son âge en plus. Si, bien sûr. Il le rajeunissait pour le rendre encore plus enfantin. C'est fou, mais c'est un choc monumental pour un enfant. Faut s'imaginer ce jeune prodige, issu d'une famille ouvrière hyper nombreuse, avec un père dont la sévérité allait jusqu'à la violence physique, soudainement propulsé dans le manoir feutré de la plus grande diva d'Amérique. Le contraste est total. C'est pas étonnant que son vocabulaire pour la décrire soit devenu si intense. Ils se mettent à l'appeler maman, ou parfois, avec une innocence assez déconcertante, ils l'appellent ma petite amie. L'entièreté sur son développement est complètement indélébile. Elle l'a pas juste hébergé, elle est devenue son manuel de survie dans un monde impitoyable. Elle lui a appris comment bouger, comment parler à la presse. Comment construire une aura de star ? C'est ça. Les rôles de mentor professionnel et de figure maternelle de substitution se sont totalement superposés. D'ailleurs, Katherine Jackson, sa propre mère, a révélé dans ses mémoires que Michael idolâtrait tellement Diana qu'il balançait à ses jeunes sœurs, Janet et Latoya. Oh, la fameuse citation. Ouais, il leur disait, je cite, « Vous ne serez pas jolie tant que vous ne ressemblerez pas à Diana. » Ouch. Sympa pour les sœurs. Mais tu vois, une dynamique où on place quelqu'un sur un tel piédestal, c'est voué à muter. Un enfant grandit, et au fur et à mesure que Michael s'émancipe de l'emprise étouffante de son père, son regard sur son idole change radicalement. Et ce grand tournant, il se passe pas en Californie. Il se passe dans l'effervescence de New York. En plein tournage. En 1978, oui. La production du film The Wiz.
C'était une réinvention urbaine du magicien d'Oz, avec un casting entièrement noir. Diana Ross y joue Dorothy, et c'est elle qui fait pression pour imposer Michael dans le rôle de l'épouvantail. Il avait 19 ans à ce moment-là. Et pour lui, c'est une véritable épiphanie. Loin des regards de sa famille, il découvre l'indépendance, la vie nocturne new-yorkaise, mais surtout une proximité avec Diana qui n'a plus rien à voir avec le petit garçon hébergé 10 ans plus tôt. Ah ça non. Les anecdotes de nos sources sur cette période décrivent un brouillage total des frontières. Il y a cette histoire d'un assistant de production qui n'arrivait pas à trouver Diana un matin de tournage. Classique sur les plateaux. Ouais. Et en désespoir de cause, il finit par appeler l'appartement de Michael, et c'est elle qui décroche. Elle y avait passé la nuit. C'est le point de départ d'une ambiguïté qui va complètement dévorer les tabloïds. Surtout que Diana aurait confié à ses amis, juste après, je cite, « Je peux vous dire une chose, Michael n'est définitivement pas gay. » C'est une déclaration forte. Et cette ambiguïté, elle s'est largement invitée à la télévision. En 1981, pendant une émission spéciale, la tension crève l'écran. Elle le regarde droit dans les yeux devant des millions de personnes et lui dit « Je ne savais pas que tu deviendrais si sexy ». Devant la France entière, enfin l'Amérique entière plutôt. L'Amérique entière, ouais. Et l'année suivante, en 1982, Michael franchit un cap dans le magazine Ebony. Il affirme très sérieusement que Diana est la femme de sa vie et qu'il veut l'épouser. Et il l'écrira même plus tard, la décrivant comme mère, sœur et amante tout en un. Mais attends, là je dois faire une pause parce que je suis un peu cynique. Allez-y. Quand on regarde deux des plus grands maîtres de l'image médiatique interagir devant des caméras, franchement on est en droit de douter. Est-ce que c'était vraiment l'amour candide d'un jeune homme isolé ou est-ce que c'était pas plutôt une manipulation brillante de leur part? C'est-à-dire? Laisser planer le doute sur une romance, ça protégeait Michael des rumeurs sur sa sexualité. On sait que l'industrie exigeait des stars pop masculines qu'ils soient des sex-symboles hétérosexuels. Et en même temps, ça gardait Diana Ross ultra pertinente pour une nouvelle génération. C'est une grille de lecture tout à fait valide. Stratégiquement, c'était bénéfique pour eux deux. Mais les archives privées qu'on a consultées dressent un tableau beaucoup moins calculé du côté de Michael. Il y croyait vraiment. Exactement. Si Diana a gardé peut-être une distance protectrice, l'obsession de Michael, elle, ne répondait à aucune stratégie. Il avait complètement internalisé ce récit. Et c'est parce que ce n'était pas un simple jeu pour lui que la collision avec la réalité au milieu des années 80 a été si dévastatrice. Le fameux mariage. Voilà. En 1985, l'illusion vole en éclats. Diana Ross épouse le milliardaire norvégien Arne Næss Jr. Et ça, Michael ne l'a pas du tout digéré. Il était invité, mais il a refusé d'y aller à la dernière minute. Il s'est enfermé dans un mutisme total. Il a même reconnu plus tard, dans des enregistrements privés qui ont fuité, la douleur humiliante de réaliser que cet avenir commun n'existait que dans sa tête. Et sa réponse publique a été super cinglante. L'année suivante, aux American Music Awards, il débarque froidement au bras d'Elizabeth Taylor. Un remplacement hautement symbolique devant les caméras du monde entier. Carrément. Mais un artiste de cette envergure ne se contente pas de bouder. Il utilise ça pour sa musique. L'histoire derrière le tube d'Ortidiana en 1987 est fascinante. Ah oui, la fameuse chanson sur les groupies. Voilà, la version officielle de la maison de disques, c'était de dire que ça dénonçait les groupies manipulatrices. Mais en creusant dans nos sources, on découvre que l'intention de base était beaucoup plus vindicative. Les premières paroles ciblaient spécifiquement les rockstars avec qui Diana avait eu des liaisons avant son mariage. On parle de Gene Simmons du groupe Kiss, par exemple. Tout à fait. Et l'animosité entre Michael et Gene Simmons était super connue dans le milieu. Il a fallu que Quincy Jones, son producteur, intervienne de force. Quincy Jones a compris que des paroles trop transparentes transformeraient ça en déballage public embarrassant. Il a forcé Michael à retravailler le texte pour cibler une groupie générique. Mais bon, le message n'a échappé à personne. Diana elle-même s'en amusait et l'utilisait comme musique d'entrée pour ses propres concerts. Jermaine Jackson a d'ailleurs affirmé que le titre « Remember the Time » était aussi une lettre ouverte à Diana. C'est magnifique, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette obsession ne s'est pas arrêtée à la musique. Elle s'est matérialisée physiquement à Neverland d'une manière qui frôle presque le mysticisme. Oui, le sanctuaire secret. D'anciens collaborateurs ont décrit une pièce isolée dans le ranch, avec des murs littéralement tapissés de photos de Diana Ross de toutes les époques. Et au milieu de tout ça, des bougies. Des centaines de bougies allumées jour et nuit. Oui. Nos sources expliquent que cette mise en scène lui venait d'une croyance de l'Obéa, une pratique spirituelle et magique afro-caribéenne.
On lui aurait dit qu'un rituel de dévotion ininterrompu comme ça empêcherait l'âme de l'être aimé de le quitter définitivement. C'est l'équivalent architectural d'un musée consacré à un amour fantôme. Je suis fascinée par cette poésie très sombre. Un amour non partagé de cette intensité, ça disparaît pas, ça mute. Et c'est ça qui rend la suite si puissante, parce que malgré la douleur, la confiance absolue a survécu. Elle est même devenue une arme juridique. On passe de la fixation romantique à la loyauté institutionnelle pure et dure en 2002. Le fameux testament. Oui, l'enjeu est astronomique. On parle d'un empire financier de plus d'un demi-milliard de dollars avec les droits du catalogue des Beatles. Et les décisions qu'il prend sont sans appel. Il exclut totalement son père, Joe Jackson, et son ex-femme Debbie Rowe, la mère de ses deux aînés. Il confie la garde des enfants à sa propre mère, Catherine, mais c'est la clause de secours qui nous intéresse aujourd'hui. Il stipule que si Catherine décède ou devient incapable d'assumer la tutelle, la garde légale exclusive revient à Diana Ross. Attends, il faut vraiment qu'on s'arrête sur ça. Il a une fratrie immense, des frères et sœurs avec qui il a partagé toute sa vie. Pourquoi choisir une pop star internationale pour élever ses enfants plutôt que son propre sang? Si l'on relie cela au contexte global de l'environnement de Jackson, le choix est d'une clarté évidente. La famille, c'était un champ de mine. Conflits financiers, litiges médiatiques constants, Diana, elle, incarnait l'antithèse absolue de cette toxicité. C'est vrai qu'elle n'avait pas besoin de son argent. Exactement. Et elle représentait la sécurité depuis qu'il avait 9 ans. Il lui confiait la préservation de son héritage humain contre l'appétit de son propre clan. Et l'histoire lui a donné raison en 2012. L'épisode complètement fou de la disparition de Catherine Jackson. 3 ans après la mort de Michael, Catherine s'évapore pendant 10 jours. Panique des petits-enfants sur les réseaux sociaux, la fratrie s'entre-déchire en direct à la télé et la justice s'en mêle. Le juge accorde la tutelle temporaire au neveu TJ Jackson. Parce que Diana n'était nommée qu'en cas d'incapacité permanente, c'est ça. Voilà. Comme Catherine était juste portée disparue, le tribunal a opté pour un placement d'urgence au sein de la maison. Diana a publié un communiqué hyper sobre appelant à préserver la vie privée des enfants. Mais en coulisses, la réalité était bien différente. Nos sources racontent qu'elle a fait le déplacement jusqu'à la maison de Calabasas. Elle a vu Paris Jackson en privé, lui a fait promettre de l'appeler au moindre problème, et elle a prévenu les frères et sœurs présents. Que s'ils touchaient aux enfants, ils auraient affaire à elle. Exactement, une vraie louve. Elle a été un bouclier invisible. Et d'ailleurs, elle l'est restée même en 2019, pendant le scandale du documentaire Leaving Neverland. Quand tout le monde fuyait le navire. Voilà, Barbara Streisand faisait des déclarations désastreuses dans la presse, mais Diana n'a jamais flanché. Elle a tweeté « Arrêtez au nom de l'amour », qualifiant Michael de force magnifique. Et en 2025, à 81 ans, elle a dit « Michael m'aimait d'une manière qui n'est pas facile à nommer ». Donc, connaissant tout ce poids historique, ce lien juridique et émotionnel, j'en reviens à ma question. Comment un biopic validé et tourné en 2026 a-t-il pu couper Diana Ross du scénario? Comment la performance de 4 grammes finit-elle à la poubelle? Tout repose sur une panique corporatiste de post-production. Le script d'origine couvrait les accusations de 1993. Mais les avocats ont redécouvert une clause contractuelle explosive liée au règlement financier confidentiel avec la famille du jeune Jordan Chandler. Donc il n'avait pas le droit de mentionner l'accusateur? Interdiction formelle et stricte de le mentionner ou de le représenter dans une fiction. S'il violait ça, le studio risquait des dommages et intérêts monumentaux. Donc l'estate de Michael Jackson a débloqué des millions en urgence. 15 millions de dollars pour des reshoots massifs. Paris Jackson était furieuse de voir cet argent gaspillé. La seule solution légale a été de réécrire le 3e acte pour que le film s'arrête abruptement en 1988, à l'aube de la tournée Bad. Mais attends, c'est pas logique du tout. 1988, c'est pile la période où son obsession pour Diana est à son maximum. C'est l'époque de la cohabitation, de Dowies, de Dirty Diana. Ça rentre parfaitement dans la chronologie. Narrativement, vous avez raison. Mais l'effacement de Diana est une frappe préventive d'Hollywood. Les sources révèlent plusieurs problèmes. D'abord, Janet Jackson a refusé de céder ses droits d'image pour le film. Ah, ça n'a pas aidé. Non. Et le scénario compressé laissait peu de place aux arcs secondaires, mais surtout, le studio craignait la toxicité d'Internet. Il y a de fausses théories qui circulent, accusant Diana Ross d'avoir psychologiquement manipulé ou préparé le jeune Michael à être docile. Le fameux grooming dont on parle tant sur les réseaux. C'est ça. Pour ne pas froisser Diana, qui ne voulait sûrement rien avoir à faire avec ce cirque, et pour éviter une polémique monstre, le studio a choisi la lâche sécurité.
On gomme Diana et Janet et on livre un récit aseptisé. C'est le triomphe de la retouche photo numérique appliquée à l'histoire. On gomme la femme qui l'a soutenue parce qu'une rumeur Twitter fait peur, on efface les procès à cause d'un vieux contrat, et on livre au public le portrait d'un homme qui, émotionnellement, n'a jamais existé tel quel. C'est la dure réalité quand des avocats deviennent les scénaristes de la biographie d'une icône. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? La relation entre Michael Jackson et Diana Ross, c'était pas une amourette pour les attachés de presse, ni un drame de tabloïd. C'était un amour asymétrique, inconditionnel, validé par des actes notariés, et ça a été pulvérisé par la machinerie hollywoodienne. Cela soulève une question importante sur notre mémoire culturelle. Quand on regarde un film basé sur une histoire vraie, on consomme un produit purgé par des cabinets d'avocats terrifiés. Si on ampute la vie de Michael de sa relation la plus formatrice par commodité légale, que reste-t-il de la vérité historique à l'écran? C'est une pensée qui donne le vertige. Mais avant de se quitter, il reste une dernière anomalie dans les archives, un détail fascinant que vous avez trouvé dans les sources. Oui, un dernier mystère qui échappe au contrôle du studio. En 1994, pendant les sessions de l'album High Story, Michael a enregistré une longue piste musicale instrumentale. Sur la boîte de la bande, un seul mot écrit: Diana Ross. C'est incroyable. Cette archive est restée cachée des décennies. Et quand elle a failli être vendue aux enchères récemment, l'esthète est intervenue en urgence pour la retirer et l'enfermer à nouveau. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette bande? Une ultime déclaration d'amour? Un adieu? Ou un secret que la succession estime trop intime ou trop risqué. C'est un mystère qui nous rappelle que la vérité d'un artiste finit toujours par exister en dehors des scénarios officiels. C'est fascinant. Ils peuvent vider la pièce secrète de Neverland, couper 4 grammes au montage d'un film à 150 millions, mais ils ne peuvent pas détruire la résonance d'une bande scellée dans un coffre. C'était une plongée captivante. Merci à ceux qui nous écoutent et à la prochaine.